Donc l'abeille, c'est un insecte qui fait partie de la famille des hyménoptères, qui a 80 millions d'années, donc qui était sur notre planète bien avant l'être humain, et qui a tissé avec les plantes à fleurs qui sont apparues à la même époque, des liens étroits qui ont permis l'émergence d'une biodiversité qui est celle qu'on connaît encore aujourd'hui. Les abeilles, elles sont élevées par les apiculteurs. En 1995, nous avions 1 350 000 ruches. En 2014, 1 300 000 ruches, une légère érosion. Également 85 000 apiculteurs. En 1995, en 2014, 70 000 apiculteurs. Mais ce chiffre est trompeur parce qu'en fait, il y avait une très grande érosion due au fait que l'apiculture était l'apanage de nos campagnes. Auparavant, dans toutes les fermes, il y avait quelques ruches. Et on était à 100 000 apiculteurs dans les années 60, puis petit à petit ça a chuté. Mais depuis maintenant 5 à 10 ans, il y a un tel engouement pour l'abeille que les ruches-écoles sont saturées. Nous-mêmes, à l'Union nationale de l'apiculture, on a été obligé d'ouvrir les formations. Et donc, ce chiffre est de nouveau en hausse pour notre plus grand plaisir. Nous avons 1800 professionnels en France, chiffre qui reste stable, certains arrêtent, d'autres reprennent, mais il y a de plus en plus de formations dans les CFPPA, et on voit de plus en plus de jeunes qui s'installent en apiculture, ce qui est une très bonne chose. Par contre, là où le bas blesse, c'est sur le chiffre de la production. En 1995, on produisait 32-33 000 tonnes, et en 2014, qui sera l'année la plus faible de l'histoire de l'apiculture, nous en serons à moins de 10 000 tonnes. Ce qui veut dire que parallèlement, les importations qui étaient de l'ordre de 6 000 tonnes en 1995 sont aujourd'hui de l'ordre de 30 000 tonnes. Et paradoxe, nous exportions 3 700 tonnes en 1995 et nous continuons à en exporter. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la diversité des miels de France, la qualité des miels de France qui sont reconnus, et j'ai grand plaisir à voir des entreprises du conditionnement français, que ce soit famille Michaud, famille Marie, etc., qui exportent du miel vers des pays comme la Chine, alors qu'on importe beaucoup de miel de Chine. Donc c'est révélateur de la qualité, de la reconnaissance des miels de notre pays et de notre grande diversité. Et comme c'est la fête de la gastronomie, vous avez l'opportunité de goûter des miels dans la présentation qu'on a faite de toute la France, des miels rares que vous n'aurez pas toujours l'occasion de déguster, comme des miels de bruyère blanche, comme des miels de sarrasin, comme des miels de sapin, etc. Alors l'abeille, cet insecte, est composé bien sûr, pèse déjà 1/10 de gramme, c'est un tout petit insecte, ce qui fait qu'il y a 10 000 abeilles par kilo. C'est un insecte qui est composé d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen, et qui a des qualités et des capacités exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, l'abeille peut voler sur un rayon avec efficacité de 3 km, elle peut même voler sur 10 km. Airbus n'a pas fait mieux qu'elle, puisqu'elle est dotée de 2 paires d'ailes qui se fixent en vol avec des micro-crochets pour n'en faire que 2. Et quand l'abeille retourne à la ruche, les crochets se dissocient pour permettre une bonne maniabilité. Donc cette abeille est assez fascinante. Elle ne consomme que des produits issus du végétal, puisqu'elle se nourrit de pollen, de nectar, de miella et d'eau. Donc à ne pas confondre avec la guêpe qui, elle, qui est omnivore et qui peut consommer de la viande ou des détritus. L'abeille est recouverte de poils, ce qui fait d'elle un insecte très très efficace pour la pollinisation. Elle se nourrit également, comme je vous l'ai dit, de nectar. Et là, vous avez une abeille qui est en train de butiner le nectar d'un lièvre, une plante qui est de saison. Et elle se nourrit également d'eau. L'eau, contrairement même à certains apiculteurs qui l'ignorent, c'est un point très important pour l'alimentation de la ruche, puisqu'une ruche consomme environ 150 litres d'eau par an. Et je crois qu'il serait temps qu'on travaille sur la qualité des eaux qui sont prélevées par les abeilles, car c'est un élément essentiel, puisque cette eau est distribuée à tous les individus qui composent la colonie. Effectivement, l'abeille est un insecte social, elle vit en colonie, donc la principale d'entre elles, c'est la reine. Donc la reine qui est toujours accompagnée d'une cour d'abeilles, la reine qui est issue d'un même œuf que l'ouvrière,
mais qui, elle, peut vivre 3-4 ans, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les reines vivent de moins en moins longtemps. Et cette reine, son rôle principal, bien sûr, c'est de pondre des œufs pour assurer le renouvellement constant de la population d'une ruche. Je vous rappelle que quand vous visitez une ruche au mois de mars, que vous la revisitez au mois de juin, toutes les abeilles ont été renouvelées à l'exception de la reine. Il y a également des faux-bourdons. Les faux-bourdons, ce sont les mâles. Alors les mâles apparaissent au printemps. Ce sont des nounours qui passent de ruche en ruche, qui ne travaillent pas, qui sont nourris, et dont le seul objectif est de féconder les reines vierges qui apparaissent à cette période de l'année. S'ils ont le bonheur, en tout cas, ou l'opportunité de féconder une reine vierge, ils y laissent la vie, parce qu'ils y laissent une grande partie de leur tube digestif, et donc ils meurent. Et s'ils n'y parviennent pas, ce qui est le cas du plus grand nombre, ils continuent à vivre, tranquille je dirais, et par contre, à la fin de l'été, quand les ressources de nectar s'amenuisent, les abeilles ne font pas de cadeaux et les massacrent. Donc je dis que souvent il vaut mieux être mâle dans la société des hommes que faux-bourdon dans la société des abeilles. Une ruche est composée de milliers et de milliers d'abeilles, 20 à 30 000 en hiver, plus de 50 000 en été, au printemps et en été. La reproduction naturelle des abeilles consiste dans l'essaimage. L'essaimage, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de la colonie qui part avec la vieille reine, qui cherche à trouver un autre endroit pour constituer une nouvelle colonie. Il faut savoir que quand les abeilles quittent la ruche, elles sont gorgées de miel, elles ne sont pas agressives. Donc un essaim est très doux lorsqu'il sort de la ruche. Ce n'est pas dangereux du tout, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas dangereux. Donc vous voyez, par exemple, cet essaim qui s'est posé dans une jardinière au-dessus, pas loin d'ici. Ce sont des ruches qui sont installées sur l'hémicycle du Conseil régional Île-de-France. Et cet essaim était parti et s'était posé dans une jardinière devant le groupe socialiste, qui était un peu apeuré, mais on les a rassurés, on leur a même fait mettre la main dans l'essaim, et on a récupéré l'essaim dans une ruchette, de façon qui constitue une nouvelle colonie. Donc les abeilles, au cours de leur vie, passent par différentes fonctions. Quand elles naissent, elles commencent par nettoyer leurs cellules. Il faut savoir qu'une ruche est un endroit d'une hygiène parfait, alors que tout est favorable à ce que ce soit un endroit difficile. C'est-à-dire c'est un endroit qui est sombre, qui est chaud, qui est humide. Généralement, c'est porteur de germes, de champignons, etc. Les abeilles le maintiennent en parfait état pour qu'il reste un espace sain. Donc les abeilles, au cours de leur vie, passent par différentes fonctions. Elles peuvent être gardiennes, elles peuvent chercher de l'eau, elles peuvent construire les rayons, c'est un énorme travail. Et à la fin de leur vie, elles ont le droit de sortir de la ruche et de butiner pour rapporter le nectar. Les hommes et les abeilles, c'est une très longue histoire. Dès la préhistoire, les hommes ont essayé de se rapprocher des abeilles. Je vous rappellerai, par exemple, en Espagne, il y a la grotte de l'Aragne qui est classée au patrimoine mondial, où on voit des êtres humains qui cherchent à récupérer du miel sur un rayon. En Égypte, c'était également une activité très très importante au Moyen-Âge partout. Je vous rappelle que Charlemagne, dans ses ordonnances, demandait que dans chaque domaine, il y ait 100 à 150 ruches. Et à la Révolution française, on a aussi fait en sorte que la France devienne un grand pays apicole. Les produits de la ruche, le premier d'entre eux, c'est le miel. Alors le miel, c'est une substance sucrée qui est élaborée par les abeilles à partir du nectar ou du miel, cette substance qu'on retrouve notamment sur les pins ou les sapins. C'est un des derniers produits authentiques, puisque quand on le manipule, on n'ajoute rien, on ne retire rien. C'est quand même un point très important à connaître. D'autre part, c'est un produit très très riche, composé de nombreux sucres, mais pas uniquement. Et cet après-midi, vous aurez des conférenciers éminents qui vous en parleront plus longuement. Mais par exemple, le miel contient des oligo-éléments très rares qui permettent à l'organisme de se défendre et qui sont très intéressants, comme le barium, le sélénium, le magnésium, bien sûr. La consommation de miel en France est faible. On consomme environ 600 grammes de miel par an et par habitant.
Et comme vous l'avez vu, on en consomme 40 000 tonnes, bon an, mal an. Les nouvelles générations en consomment plus qu'avant. Le miel a fait son retour dans la cuisine également. Mais on est largement déficitaire en miel. Et donc on importe, comme je vous l'ai montré au départ, beaucoup de miel qui vient notamment d'Asie, Chine, qui est le premier pays producteur au monde, Vietnam, et puis d'Amérique du Sud, pour l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, et également les pays de l'Est, comme la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, pour les miels notamment d'acacia. Les autres produits, vous les connaissez également, c'est la gelée royale. La gelée royale, c'est un produit fantastique qui est extrêmement riche, qui fait l'objet de recherches dans le monde entier. Il faut savoir que la France en consomme 200 tonnes et nous en produisons 2 tonnes. Donc vous voyez qu'il y a une très grande marge, et aujourd'hui on est dans un siècle, dans une période où il y a beaucoup de chômage. Je pense qu'il serait temps qu'on trouve le moyen d'installer de nombreux apiculteurs. C'est un peu le plan de développement de l'apiculture mis en place par le ministre, mais il faut que des mesures fortes soient effectives pour que cette installation de jeunes apiculteurs se concrétise. Le pollen également, qui est aussi un aliment, pas un aliment gastronomique principalement, mais un aliment qui est utilisé pour le bien-être et la santé. Et là également, on importe beaucoup de pollen, notamment d'Espagne, mais d'autres pays également, pour satisfaire notre consommation. La propolis, c'est une substance gommeuse qui est récupérée sur les bourgeons des arbres, et cette substance est utilisée, c'est un antibiotique naturel. C'est un produit qui fait l'objet de recherches dans le monde entier, compte tenu de ses qualités antibactériennes et pour vraiment soigner certaines thérapies. Mais aujourd'hui, et au grand dam des apiculteurs, le rôle majeur de l'apiculture, ce ne sont pas ces produits. Le rôle principal des abeilles et de l'apiculture, c'est la pollinisation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les abeilles pollinisent les fleurs, et compte tenu de l'évolution de notre agriculture, en France, en Europe et dans le monde, on a besoin d'insectes pour polliniser les cultures. La pollinisation est assurée une partie par le vent, mais la plus grande partie par les insectes. Et les abeilles au premier chef. Mais il n'y a pas que les abeilles. Et il n'y a pas que notre abeille domestique. Il y a d'autres abeilles sauvages. Il y a à peu près 1000 sortes d'abeilles sauvages en France, en dehors de notre abeille domestique. Il y a énormément d'insectes pollinisateurs. Comme vous allez le voir ici, vous avez des bourdons, vous avez même les guêpes, même des papillons, etc., qui jouent ce rôle très important. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que l'insecte pollinisateur passe de fleur en fleur, il transporte la substance mâle vers les ovaires des fleurs, et à partir de là, il y a production de fruits, dit production de graines, et le cycle peut repartir, naissance de plantes, etc. Le poids de la pollinisation est aujourd'hui considérable, c'est-à-dire qu'on considère, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs de l'INRA, du CNRS, qui ont publié des articles il y a 2-3 ans et qui font autorité au niveau international. 35% de nos ressources alimentaires sur la planète proviennent du rôle des insectes pollinisateurs. C'est considérable. 65% de notre diversité alimentaire. Et comme on est dans une période où on met un chiffre d'affaires à tout, ils ont estimé le chiffre d'affaires induit par la pollinisation des insectes à 153 milliards d'euros au niveau mondial, à 3 milliards d'euros pour la France, sans prendre en considération la production de graines ni le rôle de ces pollinisateurs pour la biodiversité. Il faut savoir que dans le monde, il y a des endroits où, par manque d'abeilles, la pollinisation s'amenuise et les productions baissent et les rendements baissent. Le chiffre d'affaires des amandes en Californie est supérieur aux vins de Californie et supérieur aux oranges de Californie. Et par manque d'abeilles, la production a chuté de près de 30%. La location d'une ruche en Californie, qui était de l'ordre de $50 il y a 5 ans, est aujourd'hui à 150 voire 180 $. Et les amandiculteurs sont obligés de réserver les ruches 5 ans auparavant. Lorsque nous étions en Australie pour le congrès Apimondia, ils voulaient nous embaucher et ils cherchaient des apiculteurs pour produire des paquets d'abeilles, pour envoyer en Californie, pour tenter de compenser ce manque d'abeilles. C'est le cas aussi pour la Caroline du Nord, Caroline du Sud, où ils produisent beaucoup de cucurbitacées. C'est le cas au Québec pour la production de canneberge, où ils ont besoin de 20 000 ruches autour de l'Anse Saint-Jean.
Mais on n'a pas besoin d'aller si loin. Chez nous, en France, pour la production de semences, il faut trouver des ruches, c'est pas toujours facile. Pour la production de maraîchage, c'est la même chose. Et dans le Lot-et-Garonne, qui est une grande région de production, pour le kiwi par exemple, ils sont en train de lancer un kiwi jaune qui est moins acide, qui fleurit 4-5 jours, et ils ont besoin d'abeilles. S'il n'y a pas d'abeilles, les kiwis sont gros comme des noisettes, donc ils sont invendables. Et j'ai des amis pour qui, aujourd'hui, la pollinisation en France, ici, représente un tiers de leur chiffre d'affaires. Ils commencent fin janvier par mettre des ruches dans les serres pour les fraisiers, ils continuent sur les amandiers, les pêchers, les pommiers, etc. Et il y a ensuite les courgettes, les melons. Donc tout le long de l'année, ils mettent des ruches à disposition pour arriver à rendre service aux maraîchers ou aux arboriculteurs. Dans certaines zones du monde, la pollinisation se fait aujourd'hui à la main. C'est le cas de la Chine, dans la province du Sichuan. Les abeilles et les pollinisateurs ont complètement disparu, et en raison de ce manque de pollinisateurs, ils pollinisent à la main. C'est-à-dire qu'on prend du pollen, on le secoue, on le laisse reposer une nuit, on prend des petits plumets de duvet de poulet, on les met sur des tiges, et fleur par fleur, arbre par arbre, on passe pour polliniser chaque fleur pour avoir l'espoir d'avoir des fruits. C'est ahurissant, et j'espère qu'on n'arrivera jamais à cela. Mais parallèlement, compte tenu des enjeux de la pollinisation, des startups sont en train d'élaborer des abeilles artificielles, des petits robots, des petits drones. Et il est sorti dernièrement un drone qui fait 3 cm pour essayer de polliniser à la place des abeilles. Donc vous voyez que c'est quand même un enjeu très important. Quand on parle de la pollinisation par rapport notamment au grand public et aux enfants, l'exemple le plus simple est celui du petit déjeuner. Vous avez pu prendre un petit déjeuner au miel ce matin et je m'en réjouis. Mais s'il n'y avait plus d'insectes pollinisateurs, vous consommez du café, du thé, du chocolat. Il reste le thé. Café et chocolat ont besoin d'abeilles. Vous consommez de la confiture, du miel, mais il n'y en a plus. Des jus de fruits non plus. Du pain, oui. On ne crèverait pas de faim sur cette planète s'il n'y avait plus d'insectes pollinisateurs. On aurait du blé, du riz, donc on ne crèverait pas de faim. Du lait et du beurre, il y en aurait moins, parce que les animaux, pour produire le lait et le beurre, ont besoin de fourrage. Pour avoir les fourrages, il faut des graines, et pour avoir des graines, il faut des abeilles. Donc c'est un cercle vicieux qui fait qu'il y aurait beaucoup moins de lait et de beurre, en tout cas il serait beaucoup plus rare. Et comme disent les Américains, s'il n'y avait plus d'abeilles, le hamburger il resterait les 2 pains. La pollinisation des plantes sauvages, bien sûr, c'est très très important. 80% des plantes sont sauvegardées et se reproduisent grâce aux abeilles. Mais là aussi, on a besoin des insectes pollinisateurs sauvages. Il faut savoir qu'il y a des insectes qui ne pollinisent qu'un type de plante. Et si la plante disparaît, l'insecte disparaît. Et si l'insecte disparaît, la plante disparaît. Donc on a besoin de protéger aussi tous les insectes pollinisateurs. Et actuellement, les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, sont sujets à une forte érosion et connaissent une situation qui est particulièrement préoccupante. Les surmortalités d'abeilles, vous en avez tous entendu parler, effectivement, ça se traduit comment dans notre pays et dans les pays européens, c'est-à-dire que nous perdions auparavant 5% des ruches chaque année. C'était un taux normal, naturel, par manque de réserve, par mortalité de la reine, etc. Et nous sommes passés de 5% à plus de 30% par an. L'enquête qui a été faite par l'Agence européenne au cours de l'année 2013-2014 a confirmé ce chiffre, et en Europe, nous sommes entre 25 et 35% de mortalité chaque année. Ce qui veut dire que si on reprend ce chiffre à l'échelle de la France, sur 1 350 000 ruches, nous perdons chaque année plus de 300 000 ruches. Ce qui veut dire que chaque année, les apiculteurs sont obligés de reconstituer 300 000 ruches. Soit à partir des abeilles qui ont survécu, des colonies qui ont survécu, et c'est au détriment de la récolte, soit en investissant dans l'achat de reines, d'essaims. Et d'ailleurs, un certain nombre d'apiculteurs se sont spécialisés dans cette production, et quand vous voulez acheter des essaims pour l'année par exemple 2015, aujourd'hui, il est grand temps de les réserver, puisque dans quelques années, il n'y en aura plus. Il y a une pénurie d'essaims et de reines dans notre pays. Alors ces mortalités d'abeilles, on est au ministère de l'Agriculture, nous avons eu parfois des relations complexes avec ce ministère, nous sommes toujours très présents ici, mais
la cause principale, bien sûr, vous la connaissez, c'est quand même les pesticides. Et nous avons eu de belles avancées avec le ministère de l'Agriculture. Je me rappelle quand Jean Glavany avait retiré le gaucho sur tournesol en 99, il était attaqué par toutes les firmes phytosanitaires du monde entier et nous nous étions portés à ses côtés en défense et nous avions gagné un Conseil d'État. Par la suite, nous avons également gagné à plusieurs reprises avec les ministres de l'Agriculture quand ils prenaient de sages décisions. La dernière en date, c'est quand Stéphane Le Foll a retiré le colza sur le Cruiser colza, quand il est arrivé au gouvernement. Et nous, là aussi, attaqué, nous l'avons soutenu et nous avons gagné. Nous avons parfois aussi attaqué le ministère de l'Agriculture et nous avons parfois gagné aussi sur le maïs notamment. Donc vous voyez que c'est un combat qui est très très important et qui pose surtout la question des homologations de ces produits. Parce qu'en fait, on peut gagner sur tel produit, tel produit, tel produit. Mais au-delà de ces victoires, c'est la question des protocoles d'évaluation, de l'homologation de ces produits qui se posent. L'Agence européenne a estimé en 2012 qu'effectivement, il y avait des failles dans le processus d'homologation. Et ça, c'est quand même inacceptable, puisque ça se fait au détriment des abeilles, des agriculteurs et même des firmes. Et donc, il est grand temps que l'on mette en place des procédures suffisamment rigoureuses pour ne pas connaître ce qu'on a connu sur le gaucho, le réchamp, le cruiser, etc. Apiculteurs et agriculteurs, on est sur le même territoire. Aucun agriculteur ne veut tuer les abeilles du voisin. Quand un produit est autorisé, il y a la garantie de l'État, et donc il le fait en toute connaissance de cause, normalement en faisant confiance, et il s'avère que là, il y a un problème. Donc là, il faut continuer à travailler. Je pense que les décideurs en ont pris conscience, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et ce n'est pas, même si le ministère de l'Agriculture l'a fortement défendu, le retrait pour 2 ans des néonicotinoïdes, les fameux gauchos, cruiser, etc., sur les plantes visitées par les abeilles, pour 2 ans uniquement, qui permettra de remettre la situation en état. Je vous rappelle que le gaucho est toujours utilisé en France, contrairement à ce que certains croient, sur blé, sur betterave, et que la durée de vie de cette molécule est de plusieurs années, et que les cultures qui sont faites sur les parcelles 1 an après intoxiquent aussi les abeilles de manière dramatique. Et c'est vrai que ce sont des molécules hyper puissantes, 70 grammes de matière active à l'hectare, c'est très peu, et c'est pas étonnant qu'il y ait des dégâts collatéraux. Une autre des causes, c'est bien sûr la monoculture et l'agriculture intensive. Et je pense que le ministre, avec l'agroécologie, a pris conscience de ces défis. Mais c'est vrai qu'auparavant, dans nos campagnes, on avait une très grande diversité de cultures, que ce soit du trèfle, du sainfoin, de la luzerne, des fèves-rolles, et j'en passe. Et aujourd'hui, on voit souvent colza, maïs, blé, betterave, tournesol, de moins en moins d'ailleurs. Et c'est problématique pour l'ensemble des insectes pollinisateurs. Je ne parle pas de la suppression des haies, je pense que Alain en parlera. Je ne parle pas de différentes pratiques, notamment le remembrement, mais ça ne touche pas que les zones de grande culture. Il faut se rendre compte que par exemple en montagne, où on pourrait croire que tout est magnifique, les prairies artificielles, c'est une catastrophe. L'ensilage, c'est une catastrophe. Et donc, il est grand temps de corriger ces dérives. Je crois que c'est l'intérêt des apiculteurs, mais aussi des agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, vient de valider le concours des prairies fleuries. C'est une bonne chose, ça fait prendre conscience aux agriculteurs qu'il faut revenir, qu'on est allé trop loin, qu'il faut revenir sur des pratiques plus respectueuses. Je pense aux producteurs de Beaufort ou de Saint-Nectaire, ils se rendent compte que le lait issu de vaches ayant brouté une diversité de plantes est de meilleure qualité, de meilleure saveur, et que le fromage prend d'autres qualités gastronomiques. Donc, tout cela, et que les animaux se portent mieux. Donc c'est important. C'est vrai que quand on voit des paysages comme celui-là, je pense qu'Alain, tu aimerais y mettre les arbres, c'est défavorable aux abeilles, c'est défavorable aux pollinisateurs sauvages. Parmi les autres raisons du malaise des abeilles, il y a bien sûr aussi le problème des maladies. Et dans les années 80, nous avons vu arriver un acarien, un petit acarien qui s'appelle le varroa, qui a traversé toute l'Europe, qui était sur Apis ceranae, qui est l'abeille d'Asie, avec qui il avait des relations équilibrées, qui est passé sur notre abeille européenne et qui, lui, là, a créé de gros dommages, puisqu'il se reproduit plus vite que les abeilles,
Il est hébergé dans les alvéoles où sont les œufs et les larves d'abeilles et il se nourrit de ces larves qui naissent donc handicapées et en mauvaise santé. En plus, il transporte des virus qui peuvent être dangereux pour les abeilles. Des virus également, il y en a, mais on s'est aperçu aussi que certaines maladies, comme les nausémas, étaient ce qu'on appelle des maladies opportunistes, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans la colonie, mais elles ne flambent que si la colonie est soumise à un stress ou de différents ordres. Ça peut être un manque de pollen, mais le plus souvent, c'est dû à des intoxications dues aux produits phytosanitaires. Il y a également le bouleversement climatique qui joue, et c'est vrai que si l'année 2014 a été une très mauvaise année pour l'apiculture française, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons principales réside dans les conditions climatiques. Nous avons eu beaucoup de vent du nord, qui assèche les fleurs et donc amoindrit la production de nectar. Ce qui fait que les productions de miel ont été très très réduites, voire inexistantes dans certaines régions. Ce n'est pas le cas que de la France, c'est le cas de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, de tout le bassin méditerranéen qui est confronté assez régulièrement à ces phénomènes. Et paradoxalement, vous avez des pays du Nord comme la Norvège, la Suède, la Finlande, qui connaissent de belles envolées en termes de production dues au nombre de belles journées qu'il y a de plus en plus. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons un autre prédateur qui est arrivé il y a quelques années, qui s'appelle le frelon Vespa velutina. À Paris, vous ne l'avez pas vraiment encore, vous allez la voir. C'est une seule femelle fondatrice qui est arrivée dans le sud-ouest, du côté d'Agen, a priori dans des poteries chinoises, et qui a été fécondée et qui s'est très bien adaptée au terroir. Et en l'espace de 7-8 ans, ces frelons ont colonisé les 2 tiers de notre pays. On ne peut qu'être un peu abasourdi par le manque de réactivité des pouvoirs publics français. Il a fallu attendre le fall pour qu'ils soient classés en classe 2. Aujourd'hui, c'est insuffisant, mais il faudra bien qu'un effort supplémentaire soit fait et qu'ils soient classés en classe 1, donc obligatoire, pour que les apiculteurs puissent lutter contre ce nouveau fléau. Mais il n'y a pas que les apiculteurs, il y a aussi les arboriculteurs. Dans le Lot-et-Garonne, ils s'attaquent aux pêches, c'est-à-dire qu'ils percent la peau de la pêche, ils mangent la pulpe, et ils ont subi aussi des dommages ces dernières années. La mutualité sociale agricole d'Agen a noté qu'en 4 ans, depuis son arrivée, il y avait une hausse de 17% des accidents des agriculteurs. Parce que quand ils ramassent les fruits avec des vibreurs, s'il y a un nid par-dessus, ils se font enlumer, et donc c'est dramatique. Mais ce qui est un peu rassurant, m'a-t-on dit, il se serait attaqué aux raisins de Château-Yquem. Alors je me dis que peut-être là ça va bouger, parce que Château-Yquem quand même, c'est quand même un ambassadeur de notre pays. Le paradoxe de l'apiculture française, c'est-à-dire que d'un côté, on a énormément d'atouts, on a des produits magnifiques qui sont appréciés par les consommateurs. On voit de plus en plus des laboratoires, des entreprises comme Pôle Énergie, comme Propolia, etc., qui commercialisent des produits à base de propolis, de pollen, de gelée royale, qui connaissent un très grand succès. Nos miels sont reconnus, je vous l'ai dit, on les exporte même vers la Chine. Et les apiculteurs, on a une très belle image, c'est-à-dire que le grand public soutient les apiculteurs, mais le lien entre les abeilles et l'alimentation, il est encore méconnu et il y a encore du travail. Quand vous mangez des carottes, vous ne faites pas le lien avec des abeilles ou des oignons. S'il n'y a pas d'abeilles, il y a plein de carottes, il y a plein d'oignons, parce qu'il faut les semences, il faut des graines. Pour avoir les graines, il faut que les oignons fleurissent et que les abeilles aillent faire leur petit travail. Moi, je reste quelqu'un d'optimiste, mais vraiment, la situation est très très préoccupante. Et je pense que si des mesures, et notamment l'agroforesterie, et je vais bientôt laisser la parole à Alain Canet pour vous présenter les enjeux de l'agroforesterie, de l'abeille, mais pas uniquement de l'abeille, si on ne prend pas ces mesures-là, effectivement, on va connaître des périodes difficiles. En tout cas, les générations futures connaîtront des périodes difficiles. L'abeille pose les bonnes questions. Quelle agriculture? Quel environnement? Quelle alimentation? Quel lien entre l'homme et la nature? Et tout cela sont des questions d'une modernité absolue qui méritent d'être regardées au plus près, que des mesures vraiment efficaces soient prises. Mon cher Alain, je te passe la parole pour nous parler d'agroforesterie.